La scène s'est ouverte, sur un cri. Un cri d'enfant qui a déchiré l'air frais du matin, portant avec lui une détresse si pure qu'elle a frappé au plus profond de l'âme du village. Une fillette, à peine plus qu'une ombre frêle, a dévalé la petite route de terre, ses petites jambes travaillant à toute vitesse. Ses cheveux blonds volaient autour de son visage rougi par les larmes, et ses bras agitaient en l'air comme si elle tentait de chasser un cauchemar invisible. Ils ont pendu ma mère à un arbre. « Sauvez-la » a-t-elle hurlé, sa voix cassée par la panique, résonnant étrangement dans le silence habituel de ce coin de campagne française. Au loin, près d'un chêne majestueux qui dominait la colline, se tenait un homme. Sa silhouette était immobile, presque sculptée dans le paysage. Son visage était dur, chaque ligne gravée par des années de soleil et peut-être de rancœur. Ses yeux, d'un bleu pâle, semblaient vides, fixant le spectacle sans émotion. Il se tenait là, comme un propriétaire satisfait devant son œuvre, une victoire macabre. Une femme était suspendue à l'une des branches épaisses du vieil arbre, son corps inerte se balançant doucement au gré d'une brise légère. J'ai observé la scène, une voix intérieure froide analysant chaque détail. Pas de panique, juste une observation chirurgicale, presque détachée. Un peu comme si je regardais un film, mais que ce film était ma réalité. La détermination commençait à monter en moi, une vague lente mais inéluctable. Ce n'était pas la fin que tu espérais, n'est-ce pas? La pensée m'a traversé, une petite étincelle de justice au milieu de cette horreur. Le cri de la fillette a continué de résonner, une plainte déchirante qui aurait dû réveiller le monde entier. Mais ici, dans ce village isolé, le monde semblait dormir encore plus profondément. Le sort de la femme restait incertain. Son corps était immobile, sans vie apparente. Mais l'absence de mouvement n'est pas toujours l'absence de vie. C'est une nuance que j'ai toujours comprise. Le village allait bientôt se souvenir de ce jour. Pas pour l'horreur de ce qui s'était passé sous ce chêne, mais pour la justice qui allait s'abattre. Une justice lente, implacable, qui allait changer ce lieu pour toujours. Les murmures, les regards en coin, les silences pesants, tout cela allait être balayé par un vent de vérité. L'homme, près du chêne, Pierre, ne savait pas encore que son règne touchait à sa fin. Il ne savait pas que le cri de cet enfant n'était pas un simple appel à l'aide, mais le signal d'un changement irréversible. Que cet acte, qu'il pensait être sa victoire finale, allait être le début de sa chute. Il avait sous-estimé la puissance d'une petite fille désespérée et le lien indéfectible qui unit une mère à son enfant. Il avait sous-estimé la force tranquille qui sommeillait en nous. Les secondes s'étiraient, lourdes de sens. Le soleil montait doucement, éclairant la scène d'une lumière crue, sans pitié. Chaque feuille du chêne semblait témoigner. Chaque brin d'herbe portait le poids de ce moment. La fillette, épuisée mais toujours animée par une rage désespérée, a finalement trébuché et est tombée, ses genoux écorchés sur les cailloux. Mais son regard est resté fixé sur la femme suspendue, sa mère, son seul espoir. Mon cœur, qui battait avec une régularité surprenante, a enregistré chaque détail. La façon dont la lumière du matin jouait sur les feuilles du chêne, la poussière qui s'élevait des pas de la fillette, le silence pesant de Pierre. Tout était clair, net, gravé dans ma mémoire. Et cette image, je savais qu'elle allait me guider. Le village, qui avait toujours vécu dans son propre rythme lent et immuable, était sur le point d'être secoué. Les vieilles pierres, témoins silencieux de tant de générations, allaient enfin voir la lumière sur des ombres trop longtemps cachées. La justice, parfois lente,
parfois brutale, allait se frayer un chemin. Et cela allait commencer avec ce cri. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Le village de Saint-Malo-en-Donziois, niché au cœur de la Bourgogne, était un endroit où le temps semblait s'être arrêté. Des maisons en pierre aux toits d'ardoise se serraient les unes contre les autres, comme pour se protéger du monde extérieur. Autour, des champs de blé s'étendaient à perte de vue, ondulant sous le vent, rythmant la vie des habitants selon les saisons. C'était un lieu de traditions ancestrales, de secrets bien gardés et d'une méfiance profonde envers tout ce qui venait d'ailleurs. J'étais Élise et ma mère, Marie, et moi étions arrivés ici quelques années auparavant. Nous avions fui l'agitation de la ville, cherchant la tranquillité, un endroit pour respirer. Mais nous avions vite découvert que la tranquillité de Saint-Malo-en-Donziois venait avec un prix, l'acceptation inconditionnelle de ses coutumes rigides. Ma mère, artiste peintre, était perçue comme une excentrique. Ses toiles vives, ses idées modernes, sa façon de s'habiller différemment, tout cela la distinguait de la masse. Elle était une étrangère, et le village ne manquait pas de le lui faire sentir. L'homme du chêne, celui que j'avais vu menacer ma mère, s'appelait Pierre. Il était le maire de Saint-Malo-en-Donziois, un notable respecté en apparence, mais secrètement autoritaire et manipulateur. Son influence était partout, dans chaque décision, chaque conversation. Il avait ce genre de pouvoir silencieux, celui qui vous fait sentir que chaque mot, chaque geste est observé et jugé. Les premières interactions entre Marie et Pierre furent tendues. Ma mère avait cette franchise des artistes, une incapacité à masquer ses pensées. Pierre, lui, était habitué à ce que tout le monde acquiesce. De petits désaccords surgissaient lors des réunions communales. Marie proposait des idées pour revitaliser le village, des ateliers d'art, des festivals locaux. Pierre les balayait d'un revers de main, souvent avec un sourire condescendant, faisant des remarques désobligeantes sur l'art moderne de ma mère. Il disait que ce n'était pas pour ici, que les villageois n'y comprendraient rien. Au début, ce n'était que des mots, des petites piques, mais l'atmosphère autour de nous commençait à changer. Des regards insistants nous suivaient lorsque nous marchions dans les rues. Des murmures s'élevaient dans notre dos. Les invitations aux rares événements sociaux du village se faisaient de plus en plus rares, puis disparurent complètement. Si ma mère osait en organiser un elle-même, personne ne venait. Le village, sous l'influence de Pierre, commençait à nous isoler subtilement. Les commerçants, autrefois souriants, devenaient froids, distants. La boulangère, qui nous offrait toujours un petit plus, comptait désormais chaque centime. Nous étions devenus des parias, sans que personne ne l'exprime ouvertement. C'était une exclusion silencieuse, mais constante, qui nous rongeait jour après jour. Ma mère essayait de faire bonne figure, de peindre encore plus, de s'immerger dans son art. Mais je voyais bien la tristesse dans ses yeux, la fatigue qui s'installait. L'isolement était une prison invisible, et Pierre en détenait la clé. Il avait réussi à retourner le village contre nous, à nous faire sentir étrangères dans notre propre maison. Il avait semé la méfiance, et maintenant, il récoltait l'obéissance. Et je savais que ce n'était que le début. Les fissures dans la relation entre ma mère et le village, et surtout avec Pierre, n'étaient pas apparues du jour au lendemain. Elles s'étaient creusées lentement, avec une précision calculée, comme l'eau qui érode la pierre. Chaque incident, chaque mot avait ajouté à la profondeur de ces crevasses, nous éloignant un peu plus de toute forme de paix. Je me souviens d'une réunion du conseil municipal.
Ma mère avait préparé une présentation, pleine d'enthousiasme, pour un projet de revitalisation du vieux lavoir en espace d'exposition. Elle avait travaillé des nuits entières sur ses croquis, imaginant les lumières, les œuvres. Pierre avait écouté, le menton appuyé sur sa main, un sourire à peine perceptible jouant sur ses lèvres. Quand ma mère eut fini, il avait pris la parole. Il avait parlé de fantaisie coûteuse, de priorités plus urgentes pour le village. Il avait tourné ses idées en ridicule, pas avec une attaque directe, mais avec une condescendance qui était bien pire. Il avait fait rire l'assemblée à ses dépens. Ma mère, le visage rouge, s'était sentie humiliée. Elle avait ramassé ses affaires en silence et était partie. C'était la première humiliation publique, mais certainement pas la dernière. Il y avait eu cette promesse brisée aussi. Pierre avait d'abord montré un intérêt pour le projet de galerie d'art de ma mère. Il lui avait dit qu'il la soutiendrait, qu'il verrait avec la préfecture pour des subventions. Ma mère y avait cru. Elle avait investi ses économies, acheté du matériel, commencé à rénover un petit local qu'elle avait trouvé. Puis, sans explication, Pierre s'était rétracté. Il avait dit que les fonds n'étaient finalement pas disponibles, que le projet n'était pas viable. Il avait saboté l'investissement de ma mère, la laissant avec des dettes et une réputation entachée. Les gens du village avaient commencé à la regarder comme une rêveuse, quelqu'un qui ne savait pas gérer ses affaires. Les comportements abusifs de Pierre étaient devenus récurrents. Il trouvait toujours un moyen de harceler ma mère, sous le couvert de son autorité. Un jour, il était venu à la maison, prétextant une vérification des normes de sécurité pour les artistes, mais son regard et ses mots étaient des menaces voilées. Il avait fait des remarques désobligeantes sur son style de vie, sur le fait qu'une femme seule ne devrait pas trop s'afficher. Il insérait des doutes sur notre droit de propriété, insinuant que les papiers n'étaient pas tout à fait en ordre, juste pour nous inquiéter. Ces incidents, petits et mesquins, s'accumulaient, créant une atmosphère de peur constante. Le village, par peur de Pierre ou par simple conformisme, avait cessé de soutenir ma mère. Les voisins, qui au début venaient parfois prendre un café, ne passaient plus. Leurs portes restaient fermées. Les commerçants, qui avant étaient avenants, devenaient froids. Si ma mère avait besoin d'un service, il y avait toujours une excuse, un pas possible pour le moment. Je voyais ma mère de plus en plus seule. Elle passait des heures dans son atelier, peignant, mais même l'art ne semblait plus l'apaiser autant. La solitude la rongeait. Et moi, je me sentais impuissante, incapable de briser ce mur invisible que le village avait construit autour d'elle. Ces événements n'étaient pas des incidents isolés. C'était une lente descente aux enfers, une persécution orchestrée par Pierre, qui culminerait dans l'acte que j'avais vu au pied du chêne. Il avait patiemment tissé sa toile, isolant ma mère, la brisant petit à petit, jusqu'à ce qu'elle soit vulnérable. Le stress avait commencé à prendre le dessus. Je voyais les poches sous ses yeux, la façon dont elle sursautait au moindre bruit. Elle avait perdu du poids, et son sourire, autrefois si franc, était devenu rare et forcé. Elle essayait de rester forte pour moi, mais je savais qu'elle était à bout. Pierre avait réussi. Il avait fait de sa vie un enfer, et le village avait laissé faire. La tension montait, palpable. Les disputes entre ma mère, Marie, et Pierre, le maire, n'étaient de plus des murmures discrets, mais des éclats de voix audibles dans les ruelles du village. Un après-midi, devant la mairie, une confrontation houleuse avait éclaté. Ma mère, le visage marqué par la fatigue, mais les yeux brillants d'une colère juste, avait accusé Pierre de harcèlement, de corruption, de manipulation.
Elle avait parlé fort, sans peur apparente, malgré le petit groupe de villageois qui s'étaient attroupés, écoutant, les visages fermés. Pierre, d'abord surpris par cette audace, avait rapidement retrouvé son arrogance. Il l'avait menacée ouvertement, ses mots claquant comme des gifles dans l'air tiède de l'été. Il avait dit que si elle continuait à le défier, elle le regretterait amèrement. Ma mère avait tenu bon, mais je savais qu'à l'intérieur, elle tremblait. Ma famille éloignée avait commencé à s'en mêler, appelant ma mère, la suppliant de quitter le village. Ma tante, qui vivait à Lyon, avait même proposé de l'héberger. « Marie, pars de là », avait-elle dit au téléphone, « ce type est dangereux. Nous avons peur pour toi. » Mais ma mère, têtue et fière, avait refusé. Ce village était devenu son chez-elle, son atelier, son refuge, et elle ne voulait pas céder face à l'intimidation. Elle disait qu'elle avait le droit de vivre où elle voulait, et que personne ne la chasserait de sa propre maison. Pendant ce temps, les villageois, qui jusque-là s'étaient beau contenter de murmurer, commençaient à prendre parti. Certains défendaient Pierre, arguaient qu'il était un homme respectable, le pilier de la communauté, et que ma mère était juste une étrangère qui semait le trouble. D'autres, plus rares et plus discrets, montraient une sympathie secrète pour ma mère. Ils lui adressaient un sourire furtif, un hochement de tête compatissant, mais personne n'osait agir ouvertement. La peur de Pierre était trop ancrée. Tout cela, je le voyais, je le ressentais. Les regards accusateurs, les portes qui se fermaient brusquement à notre passage, le silence pesant dans les rues. L'atmosphère était devenue irrespirable. Je ressentais ce poids, cette atmosphère de jugement constant. Chaque sortie était une épreuve. Les courses au marché devenaient des parcours d'obstacles, où chaque regard était une flèche. Je me souviens d'une fois où une vieille dame m'avait pris à part, me glissant quelques bonbons et me disant à voix basse « Ta mère est une femme courageuse, ma petite. Ne l'oublie jamais. » C'était un petit geste, mais il m'avait donné un peu d'espoir dans ce climat de méfiance. Ma mère était au bord du gouffre. Sa santé se dégradait à vue d'œil. Les nuits étaient courtes, agitées de cauchemars. Elle maigrissait, ses joues se creusaient. Son rire, si vibrant avant, s'était éteint. Je la voyais souvent assise devant sa toile, le pinceau à la main, mais le regard vide, perdu dans ses pensées sombres. J'étais constamment inquiète pour elle, sentant le danger se rapprocher, comme une ombre grandissante. Je me blottissais contre elle le soir, essayant de la réconforter, mais je savais que mes petits bras ne pouvaient pas la protéger de tout. Le temps maussade ne faisait qu'accentuer cette atmosphère pesante. Le vent froid soufflait sans cesse à travers le village, portant avec lui les bruits lointains de la campagne. Le silence des nuits était oppressant, seulement brisé par le ululement d'une chouette ou le craquement d'une vieille poutre. Les chemins de campagne, autrefois nos lieux d'évasion, étaient devenus des symboles de notre solitude. Les odeurs de terre humide, de bois brûlé dans les cheminées, qui avant me semblaient réconfortantes, renforçaient maintenant ce sentiment d'isolement et de menace. Chaque feuille tombant des arbres semblait annoncer une fin inéluctable. Le village tout entier semblait retenir son souffle, attendant que quelque chose se produise. C'était une cocotte minute sur le point d'exploser. La nuit précédant ce jour terrible, ma mère, Marie, n'avait pas dormi. Je l'avais entendue se lever, marcher dans la maison. Elle avait cette habitude de travailler la nuit quand une idée la tenait, mais cette fois, ce n'était pas pour peindre. Je l'avais vue, à travers l'entrebâillement de sa porte, penchée sur des papiers, son visage éclairé par la lampe de bureau.
Elle avait des documents qu'elle avait réussi à obtenir. Je ne savais pas comment. Des papiers qui prouvaient la corruption de Pierre, ses manigances avec les terrains communaux, ses petits arrangements avec l'argent du village. Elle avait tout mis bout à bout. Elle avait décidé d'agir. Elle m'avait dit le matin même, avec un regard déterminé que je n'avais pas vu depuis longtemps. « Élise, ça suffit. Je ne peux plus laisser cet homme faire ce qu'il veut. Je vais le dénoncer. » J'avais eu peur, une peur profonde, mais aussi une admiration pour sa force. Elle avait l'intention de révéler la vérité au grand jour, de mettre fin à son règne. Je m'étais endormi avec l'image de ma mère, pleine de courage. Quelques heures plus tard, des bruits m'ont réveillé en sursaut. Des voix étouffées, des chocs. Mon cœur battait la chamade. Je me suis levé, à pas de loup, et j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. La lumière de la lune filtrait à travers les rideaux. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Pierre était là, devant notre maison. Il tenait ma mère par le bras, la traînant. Elle essayait de se débattre, mais il était trop fort. Son visage était une grimace de rage. Je n'avais jamais vu une telle violence dans ses yeux. Il l'avait surprise, c'était évident. Elle devait avoir eu ses documents sur elle, ou peut-être qu'il avait deviné ses intentions. Il l'avait emmenée de force, sans un mot, vers le grand chêne, celui-là même qui dominait la place du village, celui que l'on voyait de toutes les fenêtres. La vision de l'horreur m'a paralysé un instant. Mon corps ne répondait plus. Ma mère, ma douce mère, traînait comme un animal. Je voulais crier, courir, mais aucun son ne sortait de ma gorge. La peur m'avait figé sur place. Puis, comme un éclair, j'ai vu quelque chose tomber de la poche de Pierre. Son téléphone portable. Il l'avait laissé tomber dans la précipitation, juste devant notre porte. C'était ma chance. Ma seule chance. La peur a laissé place à une détermination froide, une force que je ne me connaissais pas. Je devais agir. Pour ma mère. Pour nous deux. Je suis sorti de ma chambre, j'ai dévalé les escaliers en silence. Ma main a tremblé en saisissant l'objet par terre. C'était lourd, froid. Je l'ai serré fort. J'ai composé le numéro d'urgence que ma mère m'avait appris. Le 17. Ma voix était tremblante, mais j'ai essayé de parler clairement. J'ai brisé le silence qui nous avait enfermés, la peur qui nous avait ligotés. Pour la première fois, j'agissais contre l'emprise de Pierre, contre ce qui nous détruisait. « Allô ? Police !» J'ai hurlé dans le téléphone, la voix cassée par les larmes, mais chaque mot était clair, précis. Ils ont pendu ma mère à un arbre, au grand chêne, sur la place du village. Pierre, le maire, c'est Pierre qui fait ça. Venez vite, s'il vous plaît, sauvez-la. J'ai décrit la scène avec une précision glaçante, chaque détail gravé dans ma mémoire. Ma détermination était palpable. Mon appel était un acte de survie, un cri de justice dans la nuit. Le village fut secoué par l'arrivée fracassante des voitures de police. Les sirènes hurlantes déchiraient la quiétude de l'aube, brisant le silence pesant qui avait si longtemps enveloppé Saint-Malo en Donziois. 99 policiers, comme je l'avais réclamé, ou du moins, c'est ce qu'il m'avait semblé dans ma panique, se déployèrent avec une rapidité et une efficacité inattendues. L'intervention fut rapide et décisive. Les gyrophares bleus et rouges dansaient sur les façades des maisons endormies, illuminant de façon crue le grand chêne et la scène d'horreur qui s'y jouait. Pierre fut arrêté sur le champ. Son visage trahissait un mélange de choc et de fureur impuissante. Il n'avait pas eu le temps de réagir, surpris par cette déferlante inattendue. Ses mains furent menottées derrière son dos, et il fut emmené sans un mot. Il jeta un dernier regard vers moi, un regard plein de haine. Mais je ne baissai pas les yeux.
Les villageois, tirés de leur sommeil par le vacarme, sortirent de chez eux, stupéfaits. Des murmures parcoururent de la foule, des chuchotements incertains. Certains tentaient de minimiser les faits, de défendre Pierre, insistant sur sa réputation d'homme respectable. Mais la plupart étaient silencieux, le visage blême face à l'ampleur de ce qui venait de se passer. Quelques-uns, comme la vieille boulangère, s'approchèrent de moi, les yeux embués de larmes. Elle me prit dans ses bras, s'excusant de leur silence passé, de leur lâcheté. Je sentis un poids s'enlever de mes épaules, un léger soulagement dans cette nuit d'horreur. Les secours agirent vite. Ma mère fut secourue à temps, gravement blessée mais vivante. Sa survie fut un miracle, un véritable don du ciel. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital. J'ai eu le droit de l'accompagner, serrant sa main pâle tout le long du trajet. L'enquête qui s'ensuivit dévoila toute l'étendue de la corruption de Pierre. Les documents que ma mère avait découverts furent confirmés, et d'autres méfaits encore furent mis au jour. Ses intimidations, ses abus de pouvoir, tout fut révélé. Le masque tomba. Pierre fut déchu de toutes ses fonctions. Son image de respectable notable fut détruite à jamais. Il fut jugé et condamné. Sa chute fut totale et publique. La justice, enfin, avait fait son œuvre. Les mois qui suivirent furent difficiles. Ma mère dut se reconstruire physiquement et moralement. Je restai à ses côtés, notre lien plus fort que jamais. Le village, libéré de l'emprise de Pierre, commença à changer. Les habitants, comme sortis d'une torpeur, devinrent plus ouverts, plus solidaires. La galerie d'art de ma mère, ce projet tant espéré et saboté, finit par voir le jour. Elle devint un symbole de résilience, de la capacité à se relever après la tempête. Aujourd'hui, je suis une jeune femme. Je me tiens parfois près du grand chêne. Il n'est plus un symbole d'horreur, mais de justice et de survie. Je repense à cette nuit, à la force de l'amour maternel qui m'a poussé à agir, à la puissance de la vérité qui a éclaté au grand jour, et au courage d'une enfant qui a su briser le silence. Le passé douloureux a forgé notre présent. Les cicatrices sont toujours là, mais l'avenir, bien que marqué par le souvenir, est empreint d'espoir. Le vent souffle doucement dans les feuilles du chêne, portant avec lui les murmures d'une vie nouvelle.